Donc, bonjour à tous. D'abord, je dois bien sûr excuser Dominique Perrault qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, il s'excuse personnellement. Je le remplace donc sur cette présentation parce que je le représente en fait personnellement sur le projet du village olympique. C'est un projet qu'on suit maintenant depuis 18 mois. Alors ça, comme pour une opération urbaine, c'est pas très long, mais comme il se trouve que c'est une opération urbaine qui avance, je dirais 3 à 4 fois plus vite qu'une opération urbaine classique, on est plutôt avancé, donc il y a pas mal de choses à dire. Alors, sur ce projet-là, le projet du village, il faut savoir que notre mission, c'est celle de maître d'œuvre urbain. Donc, à la fois, on est maître d'œuvre des espaces publics directement, donc on va construire les espaces publics. On ne construit aucun lot privé, par contre, on les coordonne. C'est-à-dire qu'on va, pour ceux qui sont, on va dire, habitués à ce genre de format, on a une mission de coordination, de suivi des programmes architecturaux. Donc on va coordonner l'action de chaque architecte dans le village, on va suivre l'avancement de leur travail et notamment l'avancement du développement on va dire de leur travail vis-à-vis des performances environnementales. Alors, un petit mot d'introduction sur cette opération. Je vais essayer de balayer un peu du coup, tous les sujets du village. Ça risque d'être très orienté aménagement. Il y aura quelques sujets bâtiments. J'ai vu après coup qu'en fait, on était dans une salle sur le bâtiment. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui s'attendent à du bâtiment pur. Ça va être moitié-moitié. Donc, l'opération du village olympique. Le village se situe au nord de Paris. Donc, aujourd'hui, c'est une ZAC. C'est une ZAC d'environ 45 hectares. Elle est coincée entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Elle dépasse un peu sur la Seine. Elle est, pour ceux qui connaissent la zone, elle est en fait juste avant le Stade de France, juste en dessous de la 86, à l'ouest du carrefour Pleyel. Donc quand vous montez sur la 13, vous arrivez sur les dernières stations, le village olympique est là-bas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du point de vue des Jeux, le village est situé en dehors de Paris, comme il était situé 100 ans plus tôt en dehors de Paris. Donc on a un petit renvoi historique, alors là c'est plutôt culturel, mais un petit renvoi historique au village original de Paris, enfin le premier village. Alors, l'opération, donc ça c'est une carte qu'on a produite il y a quelques mois qui est très intéressante, elle est peut-être plus totalement à jour, mais elle vous montre plusieurs choses. Déjà l'opération donc on voit la ZAC au centre, avec sa limite en rouge. Alors la limite là est en fait la limite du village pendant les Jeux. Ce n'est pas la limite de la ZAC exactement. La ZAC est en fait légèrement plus petite, elle ne passe pas de l'autre côté de la Seine. L'autre côté de la Seine, ça fera partie du village, mais c'est une autre opération qui est menée par une SEM, la Seine Pleine Commune Développement, qui gère cette opération. Nous, on reste du côté est de la Seine. Donc ce que vous voyez là, rapidement, la 86 au-dessus, le Stade de France à droite. Donc au niveau des stations, vous avez la 13 qui se situe sur ce grand axe là, qui monte vers Saint-Denis. Donc je pense que vous situez plus ou moins l'opération. Et donc, nous, de notre côté, on a plus ou moins 160 000 m² de bâtiments qui sont en cours de livraison, en pré-jeu. Post-jeu, il y en aura 50, 60 000 m² en plus. Il y a des groupes scolaires, des lycées. On a du culturel, on a moitié logement, moitié bureau, du commerce, du sport. Enfin, c'est assez divers. Et nous maîtrisons directement les 17-18 hectares d'espace public qui bordent les bâtiments. Voilà. Une petite vue qui est intéressante quand même depuis le Stade de France. On voit le village au fond, la tour Pleyel, qui est un bel objet actuellement dénudé au milieu de ce territoire. Et tout le territoire que vous voyez devant vous là, c'est un territoire qui est en complète transformation. Donc toutes les questions justement de performance environnementale, de bas carbone, mais également de ville 2050, sont au cœur des questionnements du territoire de pleine commune, donc, qui est l'établissement public territorial qui gère ce territoire. Le village olympique, c'est une des nombreuses opérations. Juste très rapidement, je me permets de vous faire noter tous les points blancs, là, toutes les taches blanches, ce sont des opérations en cours, qui sont en cours de livraison, en cours d'études, en cours de développement. Donc on est dans un territoire qui est particulièrement soumis à une pression du renouvellement qu'on peut tous imaginer et tous voir aujourd'hui dans le Grand Paris. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, alors pour terminer sur la présentation, ça, c'est une photo qui est super intéressante, parce que le village olympique se situe sur un territoire qui est un territoire, alors ce que je disais, en pleine transformation, mais qui part de presque rien. C'est-à-dire que quand on arrive sur la zone du village, aujourd'hui, vous avez quelques bureaux, vous avez pas mal de friches, et vous avez surtout en fait des anciennes sous-stations d'EDF, des anciennes stations de production d'EDF. Donc c'est un territoire qui a été très industriel pendant très longtemps, qui est extrêmement pollué du coup, mais dont la transformation est complète. C'est-à-dire qu'on livre pas, on ne fait pas une ZAC classique, en fait on livre une ville instantanément,
en 4 ans, quoi. Donc on arrive, on part du vide, et on livre une ville complète, de A à Z, en 4 ans et demi. Voilà. Donc ça, c'est la petite spécificité du village, ce qui fait que vous avez un tas de questions qu'on ne se posait pas forcément avant en termes d'aménagement, que là, on a été obligé de se poser à vitesse éclair. Et vous allez voir que ça a une influence sur le travail qu'on a pu faire. Très rapidement, un plan un peu plus zoomé. Le principe de construction, donc on a une trame perpendiculaire à la Seine. Ces grands blocs noirs que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des bateaux. Ce sont en fait des secteurs de construction, donc bureaux, logements, commerce. Un certain nombre de ces secteurs sont partis en consultation l'année dernière et ont été on va dire vendus en fin d'année dernière. Donc ce sont les secteurs que vous voyez sur le bas, les bars Villa, Belvédère, Quinconce. Il y avait des secteurs qui étaient déjà partis avant, les cours, les verrières. Vous avez en arrière-plan un système de... Ce que vous voyez plutôt sur l'est, c'est un système d'équipement public. Et les deux grandes bandes au centre, selon la Cité du Cinéma et les studios, c'est une ancienne centrale de production EDF qui existe et qui va être utilisée comme restaurant pendant les Jeux. Donc ça, il n'y a pas un projet immobilier dessus pour l'instant, c'est un objet qui est au centre du village. La 86 au-dessus, la Seine à gauche, Pleyel, le Stade Olympique, les classiques. Alors, très rapidement, pour entrer dans un sujet sur lequel je vais passer assez vite, bon, nous on fait les espaces publics. Les espaces publics, il y a tout un tas d'ambitions, mais je vais passer vite dessus parce que c'est quelque chose qui est devenu assez classique. C'est-à-dire que dans les espaces publics, on fait tout ce qu'un opérateur, enfin un aménageur peut faire dans les espaces publics aujourd'hui. Donc on gère les eaux pluviales de tout le monde, on les gère en gravitaire, on les gère à l'air libre. Il n'y a pas de réseau enterré, il n'y a pas de stockage enterré, c'est du 100% naturel. Ça descend vers la Seine. En cas de cinquantennale, on rejette légèrement vers la Seine à 10 litres par seconde par hectare. Donc vous avez en fait un système de gestion des eaux qui est très clair, qui est visible d'ailleurs, qui est ressenti dans le village. Mais ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient extrêmement classique. Je vous parle de ça en vous passant quelques images des espaces publics. On a évidemment une vraie ambition bas carbone sur les espaces publics, donc en termes de matériaux, donc en termes de revêtement, on va essayer de travailler... Alors, évidemment en bas carbone, mais surtout en intelligence globale. C'est-à-dire que faut savoir que le territoire de Plaine Commune est un territoire qui a ses difficultés économiques qu'on peut connaître. Ils ont besoin de gérer leur territoire de manière très simple. Donc à la fois, vous avez une véritable ambition bas carbone d'un côté, parce que c'est le village olympique, parce que c'est un aménagement 2050 et démonstrateur. En même temps, vous avez une véritable ambition aussi d'un village qui est simple à gérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir plus d'argent pour la maintenance après que pour la construction au début. Et donc, en fait, quand on commence à intégrer ces deux contraintes et qu'on rajoute par au-dessus le fait qu'il faut être accessible, qu'il faut savoir gérer les eaux, donc être infiltrant, qu'il faut pouvoir avoir du matériau local, enfin on va dire le moins polluant possible, donc transporté sur les plus courtes distances possibles, vous retrouvez avec une équation générale, mais qu'on connaît sur tous les aménagements urbains classiques, qui est très difficile à gérer, à résoudre. Et donc l'aménagement, on va avoir tendance, pas forcément à mettre du bois partout, d'ailleurs on n'en met pas tant que ça parce que c'est très difficile à gérer. Par contre, on va travailler beaucoup avec du modulaire, notamment du modulaire réemployé, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer des délaissés d'opérations précédentes et de les utiliser, ce qui a pas mal d'avantages. Par exemple, ça vous permet de... Alors déjà, bon, évidemment, vous réduisez votre bilan global en termes de carbone, mais également, ça vous permet de calpiner un minimum. C'est un aspect très pratique, parce qu'en fait, le modulaire employé, c'est grand, c'est petit, c'est carré, c'est rond, enfin, donc ça s'assemble un peu comme ça. Ça a des avantages en termes de maintenance, parce que du coup, quand vous faites un trou pour changer les réseaux, vous vous posez moins de questions. Donc on a un travail comme ça sur certains types de matériaux qu'on va essayer de venir étaler dans les plus grandes zones possibles dans le village, les endroits qui sont les moins stressés par la circulation, pour tenter de diminuer le bilan carbone et tenter de diminuer les pollutions diverses et variées. Autre élément, donc là ce que vous voyez c'est la place olympique alors qu'elle est en cours de travail avec les bâtiments de l'existant, du nouveau. Un autre travail qu'on a mené, c'est celui de l'accessibilité. Il faut savoir que le village, on a un dénivelé de 14 mètres presque entre le haut du village et la Seine. Donc il y a eu tout un travail qui a été mené sur comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne à mobilité réduite ait exactement le même chemin, le même déplacement qu'une personne à mobilité classique. Et donc vous vous retrouvez avec un travail sur les pentes, sur les descentes, sur les dénivelés, qui a posé une question en termes de performance environnementale qui était comment est-ce qu'on fait pour faire ça en déblayant un minimum, donc c'est-à-dire en sortant un minimum de terre du village. On a réussi à maintenir notre niveau de déblai, on va dire en dessous de 80 000 m3 pour l'ensemble de la ZAC dans les espaces publics. Ça paraît beaucoup, en fait c'est pas énorme parce qu'il a fallu vraiment
complètement créer ces descentes vers la Seine. Aujourd'hui, c'est impossible de descendre à la Seine. Nous, on a travaillé, et notamment à travers ce grand espace-là, qui s'appelle le Mail Finot, qui est un espace qui descend en pente douce vers la Seine, et qui, à lui seul, en fait, fait 50-60% des déblais du village. Donc tout le travail de pente, on l'a remonté à certains endroits, on l'a descendu à d'autres, pour diminuer la quantité de terre qu'on allait déplacer, donc le coût de transport, la pollution du transport, les impacts de la dépollution, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, je vous passe encore quelques images. Des constructions également, parce qu'il y a quelques existants quand même sur le village, donc il a fallu non pas les démolir, mais les déconstruire, récupérer tout ce qu'on pouvait, les menuiseries, la robinetterie, les portes, les ascenseurs, les radiateurs. Aujourd'hui, ils sont récupérés, ils sont stockés, ils sont revendus ou alors donnés à d'autres opérateurs. Donc ça, c'est un travail de fond. La déconstruction a lieu depuis un mois maintenant. Donc on est en maîtrise d'œuvre de déconstruction. On attaque les bâtiments un par un depuis un mois. Encore quelques images intéressantes. Ça, c'est, vous voyez le Mail Finot devant, qui passe là devant nous, un certain nombre de bâtiments. Alors, ce sont des anciennes images, hein, c'est des images du MIPIM de l'année dernière. Donc, les bâtiments sont c'est des bâtiments de maître d'œuvre urbain, hein, ce n'est pas des bâtiments réels. Une terrasse en belvédère, donc vous voyez là l'importance du dénivelé, hein. On a vraiment des creux de 12 mètres. Tout ça avec un minimum de déblai. Une autre image, alors ça c'est un cœur d'îlot, c'est pareil, les cœurs d'îlot ont été travaillés pour viser vers la Seine, mais je ne vais pas vous faire une présentation du projet urbain parce que sinon on ne va pas s'en tirer. Une rue avec les espaces de gestion des eaux, donc ce qu'on pourrait appeler des nous. Les bords de Seine, où là il y a un véritable travail sur la reconquête de la Seine, aujourd'hui qui est très difficile à atteindre physiquement et visuellement à cause d'une route départementale qui traverse le territoire. Et dernière image sur justement les belvédères qui surplombent la Seine. Donc là, vous voyez vraiment le dénivelé, quoi. Donc il a fallu gérer ça. Alors, maintenant, je vais un peu plus dans le cœur du sujet, parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, en réalité, les espaces publics, c'est quelque chose de très bien. C'est 17 hectares, donc c'est pas négligeable. Mais en même temps, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire un village bas carbone. Alors, cette image-là, bon, il n'y a pas de chiffres. L'idée, c'était pas les chiffres, c'était plus les grosses masses, des masses qu'on connaît bien, mais qui sont toujours intéressantes à revoir. Le gros bloc rouge, alors, à gauche, en fait, vous avez une opération classique, à droite, vous avez l'objectif village olympique, qui a été donné il y a 18 mois. Donc, regardons à gauche. À gauche, le gros bloc rouge, ce sont les bâtiments. Voilà, donc on construit les bâtiments. Déjà, on pollue pour 75%. Ensuite, vous avez tout ce qui est autres déblais lots privés et déblais parking lots privés. Donc c'est en gros sur les lots privés, la terre que je retire notamment pour les parkings que je vais transporter, dépolluer. Et ensuite au-dessus, les aménagements des espaces publics. Donc en fait, nous, on compte pour pas grand-chose. Autre élément, en termes plutôt d'exploitation, donc là, ce coup-ci, les transports, donc à nouveau, c'est des calculs grosse masse, hein, mais les transports, donc la mobilité sur le territoire. Les déchets d'exploitation sur lesquels l'aménageur a finalement assez peu de prise, et un autre élément, le rouge en bas, la consommation d'énergie, sur lequel là, l'aménageur pourra s'exprimer beaucoup mieux que moi, mais il y a eu tout un travail sur le réseau de chaleur qui est à nouveau assez classique, mais qui est extrêmement poussé et qui permet de réduire ce poste au maximum. Alors moi, je vais m'adresser à certains de ces postes-là et regarder comment est-ce que structurellement, justement, on les a regardés, parce que ce qui est intéressant, plus que de faire du bas carbone, de la gestion des eaux de pluie, c'est de regarder comment dans une opération, avant même de commencer, on a déjà tout un tas d'éléments qui nous permettent de s'adresser à la performance environnementale de ce qu'on va rendre. Et par exemple, ça c'est un plan de 2016-2017, un plan du COJO, donc Comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui montre les sites olympiques en région Île-de-France. Et on voit qu'un grand nombre de sites ont été positionnés le long de la Seine. La Seine était un élément central du travail de la France en 2016-2017 en candidature pour les Jeux Olympiques. Donc nous, on a la Seine qui passe en face de chez nous. Et ça, c'est génial. Je veux dire, quand vous avez la Seine dans un projet, instantanément, votre impact carbone réduit, alors, je sais pas, peut-être de 20-30%, quoi. Parce que la Seine, vous en servez, donc le projet, vous le voyez, c'est la tache rouge. Là, vous avez Gennevilliers, que vous reconnaissez en haut à gauche. Donc la Seine, c'est de la logistique fluviale. Nous, sur le village, tous les déblais sont emmenés par barge, par péniche. Donc les déblais publics et privés, espace public, espace privé, la plupart de l'approvisionnement est fait par la Seine. Donc vous réduisez, et on a la capacité, sans rupture de charge forte, de mener cette logistique fluviale, de la mener à bien, de la mutualiser entre les opérateurs, parce que comme tout le monde livre en même temps, on est capable de massifier les échanges par la Seine, donc ça a une véritable viabilité économique, et la Seine, c'est un avantage mais incomparable, c'est-à-dire que la Seine, c'est le transport fluvial, nous on dégage déjà
alors je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 km de camions instantanément. On massifie, on minimise le nombre de camions qui roulent avec des charges légères, et on obtient en fait une réduction des impacts carbone du transport sur le chantier qui est énorme. Premier élément. Deuxième élément lié à la Seine, c'est les aspects plutôt biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une friche, mais on part d'un terrain qui s'adresse à la Seine, qui est la plus grande trame verte et trame bleue du Grand Paris, quoi. Donc vous avez cet élément, qui est un élément d'expression d'un certain type de biodiversité, que nous on va venir tirer vers le territoire, donc le territoire qui jusque-là était vraiment, on va dire, avait une barrière en face de la Seine. Nous on vient tenter de casser cette barrière au maximum et de tirer, en reculant les bâtiments, en augmentant le paysage vers l'intérieur du territoire, on vient tirer la Seine vers l'intérieur. Et donc ça permet de créer, sans partir de rien, des vraies continuités écologiques, de biodiversité, on va dire. Le mail finaux permet de faire remonter le paysage vers l'intérieur du territoire. Il y a un grand parc donc, qui est connecté, qui n'est pas seul au milieu du vide, mais qui est connecté du coup à la Seine et qu'on peut faire redescendre par l'allée de Seine. Vous avez une véritable, on va dire, logique de biodiversité grâce à la Seine. C'est ça. Alors, là, on ne parle pas de carbone forcément, mais on parle de véritable performance environnementale d'un aménagement. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet également de discuter avec l'autre côté de la Seine, qui va faire partie du village. Un autre élément lié à la Seine, qui est super important et qui permet de parler d'un autre poste carbone très important, c'est la mobilité. C'est-à-dire que la Seine, aujourd'hui, il y a une petite bataille, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire de la Seine dans 20-30 ans? Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que, même dans 5 ans, on est en train de se rendre compte que la Seine, c'est un élément géographique primaire et un élément de vie primaire du Grand Paris. On peut faire des tonnes de choses avec la Seine. Aujourd'hui, bon, il y a quelques bateaux-mouches, un peu de logistique, mais de plus en plus d'ateliers, de collaborations se créent justement pour utiliser la Seine autrement. On peut y mettre de l'activité sportive, on peut y mettre plus de logistique, on peut y mettre de la mobilité. Et en fait, la Seine fait partie d'un système de mobilité à grande échelle pour le Grand Paris qui, lui aussi, influence énormément les performances d'un projet. Donc là, je me permets de montrer cette image qui est un peu brute, mais qui est quand même très parlante. À gauche, vous avez Pleyel. À droite, vous avez Châtelet-Les Halles. Ce que vous voyez, les lignes rouges et bleues, c'est le RER, le métro. Les pointillés, c'est les grandes infrastructures routières. Et en gris, les aplats de gris, c'est les infrastructures fluviales. En 2030, 2031, 2032, enfin, dans les années qui viennent, Pleyel, ce sera Châtelet-Les Halles en termes de densité d'infrastructures de mobilité. Vous avez la Seine, vous avez l'A86, qui est le grand périphérique, vous avez la 13, la 14, 15, 16, 17, la D, la B, la H. En fait, vous avez un système de mobilité qui va être... Mais non, je vais très vite. Un système de mobilité qui va vous permettre de changer structurellement ce que le territoire accepte, enfin, la manière dont le territoire va fonctionner. Et par exemple, le poste transport que vous voyez, tout notre travail, cette carte-là, c'est l'orange, c'est les parkings souterrains. Tout notre travail dans le village, ça a été de dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se projette en 2030 en disant, en fait, il n'y aura pas 0,8 voitures par personne, par ménage par exemple, mais il y aura bien 0,25, 0,30 voitures par ménage parce que la mobilité, parce que la Seine, parce que les tendances générales du territoire. Et donc on a beaucoup poussé pour réduire drastiquement le nombre de parkings, rendre les parkings réversibles, alors avec plus ou moins de succès parce que le territoire fonctionne d'une certaine manière et les promoteurs fonctionnent d'une certaine manière, mais ça a été un objectif de fond. Et ça, je veux dire, si vous réduisez de 50% l'impact, enfin, le nombre de voitures qu'un territoire prend, vous réduisez de 50% le poste de transport, grosso modo, le poste de transport rouge qu'on voyait au début. Alors, je vais très vite. On a travaillé sur des éléments hors ZAC de mobilité territoriale. En termes de bâtiments, ça, c'est un élément qu'il faut absolument que j'évoque. Un travail qu'on a mené, un travail de fond, ça a été positionner les volumétries en termes, alors à la fois d'orientation bioclimatique, on va dire. Donc, c'est-à-dire positionner les volumes les uns par rapport aux autres, penser un volume qui respecte des chartes de qualité, qui est réversible pour les jeux. Donc, on est rentré dans le détail avant de sortir les fiches de l'eau que les promoteurs ont suivies. Et un élément assez important qui a été difficile à tenir, mais qui nous a permis un grand succès, on va dire, dans les consultations, ça a été, dès le début, de partir du volume AutoCAD, notre rectangle, notre carré de 21 sur 21, et de venir le creuser un maximum pour se donner des marges qui permettaient d'accepter, alors pas seulement de l'architecture, au début c'est de l'architecture, mais également une structure bois, une enveloppe passive, on va dire
une toiture accessible, enfin en tout cas tout un tas d'éléments de performance environnementale essentiels. Donc il a fallu qu'on a abattu, et en fait l'abattement a très bien fonctionné, les promoteurs sont rentrés à 2% près, avec les bonnes surfaces, dans les volumes qu'on avait donnés. Et donc ça c'est un travail de fond quand on est maître d'œuvre urbain, c'est-à-dire prévoir l'acceptabilité du plan masse, justement quand on rentre dans le détail, prévoir les performances environnementales dans les bâtiments dès le début pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises et des bâtiments qui sont incapables d'accepter des performances. Juste, donc là je passe, ça c'est des éléments de fiche de l'eau. Bon, la biodiversité on en parlera bien mieux après moi. Et peut-être un dernier élément dont je dois absolument parler avant de finir, mais qui est plus orienté Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant avec ce village, et ce qui vaut le coup dans l'opération si on rentre plus en détail, c'est que c'est le premier village olympique de l'histoire des villages olympiques, qui est pensé à l'héritage, c'est-à-dire qu'il y a un aménageur de l'héritage. Nous on répond à l'aménagement de l'héritage, et donc on pense le village comme étant un objet durable en soi, pas une installation temporaire. Il n'y a pas d'aménageur du village pendant les Jeux. Paris 2024 aujourd'hui ne fait pas de l'aménagement, Paris 2024 qui va gérer les Jeux. Donc on pense uniquement et symboliquement seulement l'héritage, avec un maximum de capacité à être réversible. Et du coup c'est un aménagement qui, intrinsèquement, donc c'est une ville qu'on drop d'un coup, mais qui, intrinsèquement, est pensée la plus durable possible. Et ça c'est un élément de fond qui fait que cette candidature olympique et ce village olympique ne va pas justement créer les remous qu'ils ont pu créer dans les années précédentes et sera pensé comme étant un élément d'abord d'héritage avant d'être une installation olympique. Voilà.